Eh bien, je retrouve François Wilbert dans le local du Sceau à Vincennes. Bonjour François. Bonjour. Merci de répondre à quelques petites questions, comme c'est la première fois que je t'interviewe. Pour les mémoires de l'ufologie française pour les générations futures, déjà, depuis combien de temps t'intéresses-tu à l'ufologie? Alors moi je suis un peu particulier parce que je suis ce que mes camarades appellent un jeune ufologue, puisque je m'intéresse au phénomène OVNI à peu près depuis 4-5 ans maximum. En fait j'ai un parcours qui doit être assez atypique parce que je ne m'intéressais pas du tout aux OVNI quand j'étais enfant ou adolescent. Je me souviens d'épisodes des envahisseurs qui passaient à la télévision, que je n'aimais pas du tout, qui m'angoissaient plutôt qu'autre chose. Et je me suis intéressé à l'ufologie plutôt par ce que je voyais sur internet et par une sorte de mouvement de spiritualité en fait. Je me suis intéressé à ce que j'appellerais une nouvelle spiritualité. Et donc c'est ça qui m'a... Je me suis dit qu'il fallait que j'en sache plus en fait, que j'en apprenne plus sur... que j'apprenne des choses de domaines différents, et j'ai commencé à rentrer dans un repas ufologique et j'ai rencontré les membres du Sceau et j'ai fait partie du Sceau assez naturellement. L'espace de quelques mois, j'étais intégré au Sceau. Donc quand j'étais adolescent, j'étais très intéressé par l'idée des trésors cachés, par les légendes régionales, les mégalithes, les questions de diables, les loups pendus par exemple, les lieux-dits loups pendus. Est-ce que ça vient du fait qu'il y a des gens, je me souviens que c'est un archéologue qui m'avait dit ça, c'est parce qu'il y a des paysans du coin qui ont pendu un loup et puis ça a marqué, j'ai du mal à croire que ça avait marqué des générations, mais ou est-ce que c'est parce qu'il y avait des sorciers ou des sortes d'ordres de sorcellerie qui se déguisaient en loup. Alors voilà, on peut imaginer des choses dont la mémoire a perdu plus ou moins trace, et puis que ça s'est transformé comme ça en nom de lieu-dit. Donc ça c'était mon intérêt jusqu'à l'époque où je me mette à faire des études d'art plastique. Et quand je suis rentré en art, en fait j'ai découvert des tas de choses intéressantes. J'ai découvert l'iconographie, la sémiologie, l'histoire de l'art, la photographie, l'étude historique aussi de la sculpture, de différents courants artistiques, l'art contemporain, l'art de la Renaissance. Et donc en fait tout ce côté irrationnel qui m'intéressait avant, j'ai pensé que c'était complètement inutile, que c'était devenu inutile. Je me souviens d'avoir lu encore à l'époque un livre sur les symboles, sur la symbolique. J'y trouvais plus vraiment de matériaux. Ça me semblait devenu creux en fait. Et donc pendant longtemps, je me suis plutôt intéressé aux arts en général, enfin surtout aux arts visuels, jusqu'à être passionné par la photographie. Et donc une fois, je crois que j'ai emmagasiné ce corpus d'histoire de l'art. En fait, il y a eu un moment de vide, quoi. Et puis c'est longtemps après que je me suis réintéressé à, je veux dire, l'ésotérisme contemporain. L'ésotérisme, mais particulièrement l'ésotérisme de notre période. Voilà, et donc c'est revenu naturellement en fait. Et ça, donc j'y ai repensé, c'est pas quelque chose qui a été conscient en moi tout le temps, c'est quelque chose auquel j'ai repensé il y a quelques mois, et ça m'est apparu naturel. Je me dis, bah oui, voilà, c'est un truc, c'est comme si ça avait enrichi en fait ma vision du monde. Donc en fait, finalement, tu as commencé plus tôt. Voilà, mais pas avec les ovnis. Oui, mais bon, c'est pas très loin aussi, comme on dit. Avec un intérêt pour l'irrationnel. C'est ça, voilà. Un intérêt pour l'inexpliqué. Et un intérêt pour l'ésotérisme, parce que la notion de savoir caché, c'est quelque chose que j'ai très longtemps, depuis très longtemps plutôt, qui a été intégré en moi depuis très longtemps. Alors, à savoir que la notion de caché, souvent, l'intérêt de la notion de caché, c'est ce qui est caché. C'est pas ce qui est caché. Je me trompe en disant ça. C'est pas ce qui est caché, c'est le fait de le cacher. Et ça intéresse le caché, parce que c'est mystérieux. Oui, mais quand on le découvre, en fait, ça devient beaucoup moins intéressant. Mais pourquoi? Il y a bien une raison de cet intérêt. Pourquoi? C'est parce que je me suis mis à m'intéresser donc au courant spirituel contemporain, un peu au mouvement New Age, disons. Je fais un peu de la méditation. Je me suis intéressé un peu aux médecines parallèles.
à des courants comme la théosophie par exemple aussi, et puis donc je m'intéresse aussi au mouvement conspirationniste pour essayer de comprendre d'où ça vient. Donc au départ c'était vraiment pour essayer de lutter contre ces mouvements. Et puis c'est pas que je lutte plus maintenant, mais c'est que c'est peut-être d'autres formes en fait. J'ai été quelqu'un de très rationaliste, disons, il y a quelques années. J'ai même un livre de Georges Charpak chez moi, et que je lisais, que j'ai lu et auquel je croyais tout à fait. Maintenant, je suis plus dans une ouverture en fait de le penser. En fait, je pense plus à recueillir les avis de différentes personnes et pas me faire mon opinion d'ailleurs, parce que j'essaye d'éviter d'avoir des opinions trop tranchées. Je me présente pas comme quand je rencontre quelqu'un, il se trouve que j'ai parmi mes amis quelqu'un qui est un chercheur en informatique, qui est vraiment extrêmement rationnel, qui a fait partie d'un groupe, j'ai oublié comment ça s'appelle, de zététique, qui ne fait plus partie maintenant, mais qui a été zététicien durant sa jeunesse, et j'ai testé auprès de lui cet intérêt. Donc lui aussi m'a testé d'ailleurs. Il dit: ah oui, tu t'intéresses aux soucoupes volantes maintenant. Et en fait, on a eu une discussion très intéressante. Je pense qu'on a avancé l'un et l'autre d'ailleurs, on a avancé l'un vers l'autre. En fait, et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans la relation, même avec des gens qui ne sont pas du tout dans... Alors, je pense qu'il est plus difficile, en fait, de parler avec des gens qui sont des ufophiles extrêmement arrêtés sur des croyances particulières, parce que ces personnes-là, j'aime bien recueillir leur avis, mais je dois dire qu'il est... on s'arrête assez vite, en fait, parce que dès qu'on n'est pas d'accord avec eux, c'est pas qu'ils vont essayer de vous convaincre que... Donc là, tu es en train de parler des gens un peu qui sont trop obstinés, je veux dire, qui sont dans leurs croyances, mais jusqu'à 100%. Que les Américains appellent lunatic fringe. C'est ça. Et donc ces personnes-là, en fait, ne vont pas essayer de vous démontrer, comme les zététiciens vont pouvoir le faire, que vous avez tort parce qu'il y a ces biais de confirmation, des choses comme ça. Ils vont essayer, ils vont se braquer et se dire: on ne peut pas parler avec vous parce que vous ne croyez pas. Et moi justement, je ne suis pas dans l'idée de croire, pas croire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois là. C'est plutôt le fait de recueillir un témoignage parce que ça enrichit encore plus. J'écoute vraiment bien et j'analyse ce que tu me dis. Tu serais plutôt dans, on va dire, les réflexions autour du phénomène OVNI, quoi que ça puisse être. Oui. Ce qui est très intéressant, parce que c'est vrai que les enquêtes terrain c'est bien, ça prend du temps, les veillées c'est hyper bien quand il fait pas trop froid et quand il neige pas. Disons que dans les veillées, je n'en ai jamais fait, mais ce qui m'intéresserait ce serait plutôt d'observer les veilleurs. Et voilà, c'est ça. C'est ce que je fais au col de Hans, hein. C'est très intéressant, tu as tout type de personnalité, on va dire. Et alors, je reviens un peu sur les questions précédentes que tu posais, parce que d'un seul coup, il m'est revenu des choses, c'est que ma découverte de l'ufologie, je l'ai fait en grande partie aussi par l'émission La Vague d'OVNI de Radio Ici et Maintenant, que j'ai écoutée de manière passionnée pendant plusieurs années, et j'écoute encore maintenant quelquefois des émissions que j'ai déjà entendues 3-4 fois, puisqu'ils font beaucoup de rediffusions, et il y a certaines émissions dont je ne me lasse pas. Et même si je les ai en MP3, ben ça ne m'intéresse pas de les écouter en MP3, je préfère les écouter en direct à la radio, enfin en direct, enregistré, mais avec des autres auditeurs qui écoutent en même temps. Et notamment, j'avais entendu Philippe Solal parler de OVNI Conscience, à l'époque où il avait monté son groupement, qui m'avait vraiment éveillé sur un autre concept de l'ufologie, en fait, une ufologie assez, comme moi je dirais, assez spiritualiste, enfin très dématérialisée, qui n'était pas l'ufologie des vaisseaux de l'espace, quoi. Donc je suis très intéressé par Jacques Vallée aussi, dont je lis actuellement le deuxième tome du journal, mais je lis très très lentement, enfin, j'aime bien parce qu'à chaque page il y a des choses incroyables, donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc c'est différentes choses comme ça qui m'ont plongé peu à peu qui m'ont renforcé mon intérêt pour l'ufologie, en fait. Ce qui pour moi est très agréable, c'est que c'est un domaine où j'apprends toujours des choses, quasiment, je dirais presque toutes les semaines, enfin un peu moins maintenant. Donc, au début c'était vraiment, notamment les discussions avec Gilles Durand, où il m'a appris vraiment, il m'a dégrossi un peu sur toute l'histoire de l'ufologie française des années 50, enfin même après il m'a parlé un peu aussi des cigares volants, des choses sur lesquelles on a quand même beaucoup moins d'informations à la fin du 19e siècle et au début 20e.
mais depuis les années 47 jusqu'aux années 90-2000, bon, c'est quand même lui qui m'a fait un peu des grandes étapes. Il y a les cas principaux. Et est-ce que tu auras un cas, là, maintenant, que tu aimes plus qu'un autre? En France, hein. Ou alors, si t'en as aux États-Unis ou dans le monde, tu dis. Hein. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, je vais parler de Jacques Vallée. En fait, j'ai rencontré Éric Zurcher lors d'une soirée OVNI Paris il y a quelques mois. Et donc, je connaissais un peu de réputation, mais c'est quelqu'un d'extrêmement éloquent et dont la passion pour les rencontres avec des êtres étranges, je la partage tout à fait. Hein. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est pas les gens qui observent des points dans le ciel. Ça, vu tout le nombre de satellites et de bazar qui peuvent tomber du ciel, enfin tomber ou pas tomber, je pense que c'est pas spécialement intéressant. Mais par contre, la rencontre avec des êtres dont on n'arrive pas du tout quand on écoute le témoin, à déterminer exactement ce qu'il a pu rencontrer véritablement, puisqu'il y a une telle foison d'êtres de formes, de tailles différentes, que si on prend tout au pied de la lettre, il y a des centaines de races extraterrestres qui viennent visiter la Terre, ou qui habitent sous la Terre peut-être. Ce qui n'est pas... Là, je pense que ça n'est pas possible. Là, il y a un moment où je dis non. Ça n'est pas possible qu'il y ait autant. Donc il y a une autre explication. Mais je ne la cherche pas, l'autre explication. Pour l'instant, je suis plutôt ouvert à tout ce que j'entends. Bon, le premier qui me vient, c'est l'affaire de Travis Walton. Donc je me plais toujours à raconter à des gens qui ne le connaissent pas. Et puis je vais parler d'un truc un peu personnel, mais comme j'ai été opéré des yeux plusieurs fois, ce qu'a vécu Travis Walton, en fait, j'ai jamais vu le film qui a été tiré de son expérience, mais j'ai regardé sur YouTube des extraits de la séquence qui fait peur à tout le monde apparemment, et moi elle me fait pas spécialement peur parce que j'ai vécu ça lors d'une opération. C'était pas des petits gris autour de moi, hein, c'était des médecins, mais pour avoir vécu la même chose, oui, bon, ok, d'accord, c'était pas un truc qui m'a spécialement dégoûté, quoi, de rentrer quelque chose dans l'œil. Voilà. Je m'attendais pas à raconter cette chose-là. Je t'ai dit, c'est les mémoires. Hein. Donc là, t'as signé, c'est bon. Hein. Ouais, mais moi, je suis un baby ufologue. Hein. Mais non, mais si tu t'intéresses aux croyances, là, tu emmagasines des informations qui te font réfléchir, tu vas peut-être développer des choses qui n'ont peut-être pas été développées jusqu'à présent. Et tout le monde, comme je dis, apporte sa pierre à l'édifice. Moi, je suis très influencé par Jacques Vallée et Pierre Lagrange. Hein. J'ai eu plusieurs livres de Pierre Lagrange chez moi. Et ce qui n'est pas forcément compatible, hein, parce qu'ils ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde. Mais ça reste un peu mes deux références, en fait. Toi qui t'es pas néophyte, t'es bien plongé dedans, mais est-ce que tu aurais un conseil littéraire, de livre, pour ceux qui arrivent? Qu'est-ce que tu leur conseillerais de lire? Donc moi j'ai dit tout à l'heure que j'étais plongé dans le journal de Jacques Vallée, que je trouve très intéressant, pas seulement par son aspect ufologique, même s'il était, alors là je suis dans les années 73, 78, 70, ouais, pas encore 78, 76, parce que c'est semaine par semaine, hein, donc ça avance assez lentement. Mais parce que Jacques Vallée, il a fait partie aussi des premières recherches en informatique, sur les réseaux. Il a côtoyé Anton LaVey, sataniste californien. C'est vraiment, ça aborde des tas de domaines de l'imaginaire contemporain, qui ont encore une influence actuellement. Pour moi, c'est une lecture d'une richesse incroyable. Donc sur quoi j'ai des livres de Pierre Lagrange qui sont assez qui font assez une synthèse un peu des croyances sur Roswell, sur l'ufologie récente, ces dernières dizaines d'années. Alors j'ai lu le livre de Karl Pflock sur l'affaire de Roswell, qui est beaucoup moins sceptique que beaucoup de personnes veulent lui faire croire, qui doit être un peu difficile à trouver maintenant, qui est un livre assez épais mais qui se lit très très vite.
Voilà, qu'est-ce que... Pourquoi tu as intégré l'association du Sceau? Parce que j'ai rencontré Thierry Rocher et Gilles Durand, qui sont deux personnes très sympathiques, qui m'ont semblé, qui m'ont semblé avoir des très grandes connaissances en matière d'ufologie. Et donc comme je voulais en apprendre plus, et je pense que je vais répéter toujours la même chose, c'est que je voulais savoir ce qu'il y avait derrière en fait. Derrière cette croyance aux soucoupes volantes, quelle était la réalité de la chose, qu'est-ce qui s'était passé dans les années précédentes, les décennies précédentes. Et donc c'était vraiment, je crois que je suis tombé sur les bonnes personnes en fait. Je pense que j'aurais rencontré des gens qui étaient dans une sorte de délire, tout ça. Je pense pas que j'aurais été plus loin en fait. Je pense que je serais resté vraiment à distance. Mais là, donc au départ, c'était pour connaître l'histoire de l'ufologie, je dirais. Et puis en rentrant dans le Sceau, bon, l'idée d'archiver, ça me semblait être un chemin normal en fait. Donc je me suis mis à faire partie de l'association en toute connaissance de ses activités et puis en trouvant tout à fait ses activités. Et au sein du Sceau, est-ce que tu as participé à des tris d'inventaire? Bah oui, c'est... Peut-être tu as une anecdote sur un tri qui t'a intéressé ou... On m'a confié un peu les archives photos et cinéma, enfin tous les documents, je dirais plutôt voilà, les documents photographiques et cinématographiques du fonds SOS OVNI. Apparemment, personne n'avait osé s'en occuper. Et c'est quand même plusieurs cartons de photos qui ne sont pas du tout répertoriés, indexés. Donc j'utilise les compétences des membres du Sceau pour savoir qui sont sur les photos, pour noter au dos, mettre des petites étiquettes avec les noms, puisque le but c'est que ces photos ne restent pas anonymes et qu'elles puissent être identifiées par des chercheurs dans les siècles suivants. Comment vois-tu le futur du Sceau? Eh bien, je pense qu'il faudrait qu'on soit plus nombreux, que le Sceau ne demande pas énormément de force physique ou mentale, ça demande des bras, des gens qui participent à l'indexation des fonds que l'on récupère. Qui s'entassent un peu pour l'instant chez l'un et chez l'autre et qui sont distribués une fois qu'ils sont inventoriés dans des bibliothèques ou dans je ne sais jamais si c'est des bibliothèques ou des archives départementales puisqu'ils sont consultables, les fonds sont consultables par tout un chacun qui en fait la demande pour des étudiants par exemple qui font des thèses sur des thèses d'anthropologie, de sociologie, des choses comme ça. Enfin les thèses ou d'autres travaux universitaires, je suis en train de réduire le truc là, c'est pas uniquement des travaux universitaires en fait, pour n'importe quel chercheur. Et puis il y a un anthropologue qui nous a contacté dernièrement et qui va faire sa thèse, il ne sait pas encore sur quoi, mais il sait que ça doit tourner autour des ovnis. Enfin des associations ufologiques je pense plutôt. Et donc oui, rejoindre le Sceau, c'est rejoindre une équipe de personnes passionnées, assurément tout à fait passionnées, avec une ambiance plutôt agréable. On n'est pas au Sceau pour exprimer des points de vue et les défendre. C'est ça, le Sceau est neutre, dans tous les sens du terme. Mais il y en a qui ne comprennent pas. À l'extérieur, je dis pas intérieur au Sceau. L'une des caractéristiques du Sceau, et que je ne vois pas vraiment ailleurs en France tout du moins, c'est qu'il y a une sorte d'œcuménisme en matière d'approche de l'ufologie qui est vraiment assez exceptionnel, puisqu'on n'a pas tous les mêmes croyances et on travaille ensemble dans une certaine harmonie, enfin, mis à part des petites discussions comme tu viens de le dire, mais qui n'ont pas beaucoup de conséquences, parce que chacun sait qu'il est sur certaines positions, et donc moi on me dit que je suis sceptique à l'esprit ouvert. Ok. Pragmatique. J'accepte. Ouais, je préfère dire pragmatique, parce que je n'aime pas tellement me dire que je suis sceptique, ça veut dire que je remets tout en cause. Et non, moi je suis pragmatique dans le sens, ok, vous m'apportez votre témoignage, c'est bien. Mais tu trouves pas que le mot sceptique, il y a une diabolisation du scepticisme en ufologie?
Ah bah oui, ça devient une sorte d'antagonisme. Quand t'es sceptique, tu crois en rien. Quand t'es croyant, Tu crois en tout. t'en crois en tout. Oui. Alors que le terme sceptique, il devrait être neutre en fait. Hein. Mais il n'est pas. Donc c'est pour ça que je préfère pas me dire ça. Et toi, en tant que jeune ufologue ou passionné, comment vois-tu l'ufologie actuelle en France, hein? Je la vois un peu comme un panier de crabes, avec des gens qui tirent un peu dans tous les sens, enfin qui tirent dans le sens où ils tirent la couverture à eux. Quand tu dis ça, tu parles de l'ufologie de terrain ou de l'ufologie d'internet? Plutôt l'ufologie internet. Hein. Moi, je connais pas vraiment l'ufologie de terrain. Je n'ai jamais été un enquêteur de terrain. Je suis plutôt, je peux dire que j'ai participé dernièrement à une récupération d'archives d'un ufologue qui était actif dans les années 70, 60-70. Et donc ça me plaît beaucoup plus. Hein. Mais aller faire des enquêtes, je suis pas venu à l'ufologie pour ça. Et je m'intéresse plus aux gens à la question de la croyance aux ovnis ou aux phénomènes paranormaux, hein, puisque je m'intéresse aussi à l'Institut métapsychique, hein, auquel je vais de temps en temps, je vais à leurs conférences, l'Institut métapsychique international, je précise. Et donc je m'intéresse plutôt à tout ce qui est phénomène inexpliqué, ce qu'on peut appeler paranormal, mais j'aime pas tellement le terme paranormal. Voilà. Tu as adhéré à l'association OVNI Paris? C'est pas une adhésion en fait. Patrice Galacteros s'occupe d'OVNI Paris et il a proposé à certaines personnes qu'il connaissait de l'aider dans la tâche d'organiser les soirées. Et donc moi je m'occupe d'être à la caméra, de filmer l'intégralité presque de la soirée du début à la fin. Et que penses-tu des différentes conférences qu'il y a au OVNI Paris? Est-ce que, bon, j'ai cru comprendre qu'Éric Zurcher t'avait marqué. Oui, je pense que c'est même la personne qui m'a le plus marqué. Dernièrement, on a reçu Colin Chabot, qui est un peintre médium québécois. Je pensais que ça n'allait pas m'intéresser du tout, et je dois dire que c'est un monsieur qui est extrêmement séduisant dans sa parole. Je parle pas physiquement, qui est un conteur extraordinaire et qui raconte vraiment son expérience. Et c'est en ça que Colin Chabot m'intéresse. Il raconte vraiment son expérience avec des peuples, un envoyé d'un autre monde. Alors, ce qu'il raconte, ça paraît totalement incroyable, mais il le raconte de manière tellement naturelle et tellement détaché un peu de... Parce que lui, pour le coup, il ne cherche pas à imposer sa croyance, en fait. Il pose, voilà, il m'est arrivé ça dans le cours de ma vie, à différentes étapes de ma vie, et puis voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et alors il le dit moins directement que ça, hein, et en fait ça c'est assez, j'aime beaucoup cette approche en fait qu'il a. Donc voilà, c'est deux personnes que dont j'ai suivi les conférences de manière très agréable. Je veux dire que la conférence d'Éric Zurcher, je l'ai regardée sur YouTube à nouveau après, 2 fois. Tu sais qu'il en a parlé dans une vidéo d'ODHTV de cette conférence. Ah bon? C'est la dernière vidéo qui a été publiée avant que je parte en périple. Tu peux aller la voir si tu as le temps, bien sûr. Je crois que c'est ce que pense un ufologue avec Éric Zurcher, version 2019. Et il revient sur une question qui lui a été posée, qui lui a posé problème. Y a-t-il des rencontres sans témoin? Oui, mais c'est comme on en parlait. Ça l'a marqué, quoi. C'est un syllogisme, c'est pas possible. Mais il n'y a pas de rencontre s'il n'y a pas de témoin. Non, évidemment, c'est pas possible. Je me demande c'est qui a posé cette question maintenant. Mais non, mais OVNI Paris, tu en penses quoi? Je pense que ce sont des soirées qui sont très utiles. Parce que je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'associations qui accueillent de manière aussi agnostique, disons, en accueillant des gens qui sont dans différents domaines de l'ufologie et des domaines un peu connexes. Et bon, il y a quelqu'un qui parlait de crop circle,
Myriam Belmire, elle est venue parler des enlèvements, et des abductions. Et puis bon, je suis en train de chercher des exemples de domaines connexes, mais je ne les retrouve plus immédiatement. Et de l'antigravité par exemple aussi. Et donc il y a des domaines qui sont relativement techniques, des choses qui sont beaucoup plus nébuleuses, on va dire. Et en fait, il y a un besoin, je pense, de la part de certains publics, je mets certains au pluriel, c'est pas un public, c'est différentes personnes, on voit pas toujours les mêmes personnes aux conférences. Et donc je pense qu'il y a quelque chose qui manquerait en fait si ces soirées n'existaient pas. Il y a des soirées, des repas ufologiques qui sont un peu avec lesquels on est très amis. Il n'y a pas de concurrence, qui font un peu la même chose aussi. Donc il n'y a pas question de valoriser OVNI Paris par rapport au repas ufologique, mais disons que c'est un type de conférence qui me semble très utile. Je pense même que c'est plus utile maintenant. J'ai plus la conviction de leur utilité maintenant que j'en avais quand on m'a proposé d'en faire partie. Je me dis oui, bon, on va organiser ça et puis ça va peut-être vivoter, mais comme je vois les gens qui viennent à ces soirées, que je parle avec eux, c'est ça qui renforce un peu ma conviction. Que souhaites-tu dire aux personnes qui ont entendu une fois parler d'OVNI Paris, mais qui hésitent à aller, peur aussi du ridicule ou d'être moquées, parce que c'est la peur de beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'ufologie ou au paranormal aussi. Alors l'intérêt des soirées OVNI Paris, c'est que premièrement, on vient quand on est spectateur, on est totalement anonyme. Normalement, on ne va pas filmer les gens. L'intérêt des soirées OVNI Paris, c'est de rencontrer des personnes qui vont faire des conférences, qui ne vont pas dire forcément la même chose qu'elles vont dire sur leur chaîne YouTube, par exemple, ou dans une autre conférence, puisque le fait d'être en direct, ça va quelquefois amener des questions de la part de Patrice, notre président, ou de la part d'autres membres de l'assistance. C'est aussi l'intérêt de rencontrer des gens qui ont les mêmes préoccupations que vous, ou pas forcément les mêmes préoccupations, mais qui ont tout du moins un intérêt pour des choses, des domaines qui peut être difficile d'exprimer sur les réseaux sociaux par exemple, ou d'exprimer dans le cadre du travail, entre collègues de travail ou dans un cadre familial. Voilà, ça fait déjà de bonnes raisons là quand même, je pense. Et puis il y a un côté assez familial, je reviens sur l'idée de famille, c'est que quand on vient plusieurs fois, on s'aperçoit qu'on peut discuter avec les mêmes personnes d'une fois sur l'autre, alors les personnes ne viennent pas forcément tous les mois, mais on les retrouve régulièrement. Et moi j'ai entamé des conversations il y a quelques mois avec des gens que je revois après, puis je vois si ça a avancé, si leur pensée a avancé, s'ils ont récupéré des informations à droite à gauche sur différents thèmes. Donc ça, c'est un intérêt aussi. Donc c'est un intérêt un peu de style réseau social. Oui, réseau social. Ufologique. Oui, c'est un réseau social en direct. Donc parce que souvent, quand tu t'intéresses à ça, tu es un peu dans ton coin, la famille rigole sur toi. C'est arrivé souvent ça dans d'autres interviews que j'ai fait avec des ufologues, ceux qui étaient à ta place, voilà, on va dire. Ça rigole des fois de ça. Oui, alors moi justement, j'aime bien expliquer ça à des gens, alors pas des gens qui vont être complètement ultra sceptiques, mais des gens où je vais essayer de tester un peu leur degré d'acceptation en fait de mon discours. Et je pense qu'il réussit relativement bien, puisque justement je n'affirme pas une croyance dans une civilisation extraterrestre, ou au contraire dans le fait que les ovnis n'existent pas, mais dans le fait que ce qui est avant tout intéressant, c'est le sujet d'étude. Et qu'on ne peut pas laisser passer toute une part je parle d'un point de vue anthropologique un peu, toute une part de croyances contemporaines qui s'est vraiment mis en place à partir des années 1947, il y a une date particulière, on dit 1947, et donc il y a vraiment un système de croyances qui s'est mis en place, qui repose sur des bases très mystérieuses, qui pour moi sont très mystérieuses et
je dirais presque qu'il devrait le rester. Enfin, je pense que s'il y avait vraiment un dévoilement d'une réalité, je pense que ça me frustrerait un peu. Peut-être que ça briderait un peu un imaginaire sur lequel justement ce système de croyance est bâti et qui me semble extrêmement riche, quoi. Voilà, c'est comme une sorte d'univers littéraire. Je suis en train de penser à Lovecraft, là, mais je connais pas Lovecraft, en fait. Je sais juste qu'il y a une sorte de méta-univers Lovecraftien. Un métaverse. Oui, voilà, le méta-univers. Toi, là, maintenant, donc le 19 mai 2019, tu vois comment l'ufologie des années 20 2020, hein, pas de 1920. 1920, c'était marrant. Il y avait déjà, en fait, l'ufologie, même si ça s'appelait pas comme ça. Oui, c'est pré-arnoldien, quoi. Oui. Et ça, c'est des choses qu'on apprend d'ailleurs en faisant partie du SO, avec des discussions multiples là-dessus. Donc tu as appris énormément de choses au SO. Ah bah oui, carrément. Hein. Ah oui, j'aurais consulté des vidéos sur YouTube pendant 10 ans, j'en aurais pas appris autant, hein, ça c'est certain. Ou j'aurais appris des tas de trucs inutiles. Donc pour toi, le SO sert aussi à ton apprentissage, on va dire entre guillemets, de l'ufologie en France, passée, présente et future. Dans France et puis dans la culture générale. Hein. Oui, enfin, c'est-à-dire que le SO est quand même très centré sur ce qui s'est passé en France et en Belgique, puisque certains membres du SO sont belges. Enfin, tous d'origine belge. Et donc tu m'avais posé quelques questions. Oui, au début je t'ai posé comment tu vois le futur. Alors, de l'ufologie. Le futur, je le vois pas vraiment bien parti sur la question de l'ufologie de terrain, puisque je sais bien que on en a parlé avant la vidéo, que c'est quelque chose sur lequel tu travailles actuellement. Bon, moi, comme c'est pas un domaine qui m'intéresse, je vais pas défendre l'ufologie de terrain, parce que je pense que ce qu'un témoin affirme avoir vu, ça lui est personnel, et il est assez difficile d'en retirer quelque chose d'objectif. L'enquêteur, il est chargé d'être le plus objectif possible, ce qui est quand même à mon avis très difficile, puisqu'il y a quand même une bonne part d'interprétation, enfin de transmission d'un message en fait entre le témoin qui ne sait pas exactement ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vu, et puis l'enquêteur qui est obligé de noter quelque chose. Donc comme il y a quand même une part comment on pourrait dire, d'erreur, enfin une marge d'erreur dans la transcription, pour moi c'est pas le plus utile en fait. Ouais, moi je préfère avoir gardé l'esprit ouvert sur l'évolution des croyances. Voilà. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est l'évolution des croyances, leur origine. Alors quand je dis croyances, j'ai vraiment peur de passer pour un sceptique acharné, mais pour moi, croyance, c'est pas quelque chose de négatif. Hein, il y a les gens qui croient absolument à la science rationaliste, pour moi, sont aussi des croyants. Et ça fait partie d'un... Enfin, je suis peut-être un peu influencé par Bruno Latour en disant ça. Ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis là, c'est que chacun a un corpus de croyances et qu'il ne s'agit pas de les défendre à tout prix, mais plutôt d'aller voir ceux qui n'ont pas les mêmes croyances pour pouvoir les mettre côte à côte, quoi. Eh bien François, merci d'avoir répondu à ces première question, d'une longue série de futures interviews des mémoires de l'ufologie. Et puis, est-ce que tu aurais peut-être des mots de fin à dire pour les auditeurs ou auditrices ? Je vous invite à venir découvrir le SO, soit par le site internet, le compte Facebook ou en direct. Nous sommes installés à Vincennes, dans la banlieue ouest de Paris. Et donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de DHTV et d'OVNI Paris. Merci beaucoup et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine. Au revoir.